Allez, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Je suis Sylvain Barieux. Et je suis Ayat Kamissi. Dans cet épisode, nous aborderons la question de la grande précarité à travers un enjeu central, l'accès au logement et à l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques. En effet, comment accéder à un logement, s'y maintenir, être accompagné dans la durée, autant de défis qui mobilisent les professionnels du social, du sanitaire et du médico-social. Et pour illustrer ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Margot et Marc qui travaillent tous les deux au sein du dispositif Émile, équipe mobile inclusive logement emploi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Margot et Marc, je vais vous laisser la parole et puis je vais vous laisser présenter cette situation que vous allez nous présenter de façon conjointe. Je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis coordinatrice du dispositif Émile et je suis avec mon collègue Marc. Bonjour Marc, travailleur social sur le dispositif Émile depuis 4 ans. Ouais. L'équipe Émile, donc c'est une équipe mobile. On intervient essentiellement auprès des bailleurs sociaux de la métropole bordelaise et on accompagne les locataires qui sont en souffrance psychique et qui sont menacés de perdre leur logement à cause de leurs troubles psychiques. Voilà. Donc ça peut être dû à des dettes de loyer ou des personnes qui sont complètement isolées et qui répondent plus aux sollicitations et des personnes qui présentent un syndrome de Diogène. Okay. Voilà. Et donc, on accompagne ces personnes pour rétablir leurs droits. On les accompagne vers le droit commun pour qu'ils puissent se maintenir en logement. Alors c'est spécifique au syndrome de Diogène ou alors c'est de fait l'handicap, le psychique fait qu'il y a une surreprésentation du syndrome de Diogène? Alors, il y a de plus en plus une surreprésentation, mais à la base c'était pas un dispositif spécifique pour accompagner ces personnes. Okay. Ça a glissé. Et rapidement, le syndrome de Diogène, du coup, c'est quoi ? Alors rapidement, je pense à un gros défi. Ouais. En gros, le syndrome de Diogène, ça va être des personnes qui présentent une accumulation d'objets ou de poubelles ou dans leur logement. Souvent, c'est des personnes qui sont aussi très isolées socialement, qui, en gros, pour synthétiser, c'est des gens qui ont besoin de tout mais qui ne demandent rien. Ok. Donc ils sont souvent isolés ? Oui, tout le temps isolés. La plupart du temps, c'est des gens qui sont très seuls, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont plus accès même à un médecin généraliste. Souvent, la famille s'est écartée d'eux. Et c'est des gens, du coup, qui s'enterrent, on va dire, dans leur logement. Oui, et qui ont une grande honte aussi. Donc, comme ils ont honte, ils se replient encore plus sur eux. Et c'est pour ça quand on découvre les situations sont déjà dans un état... très très avancé de dégradation du logement et même de perte de droits sociaux, des problèmes de santé. Enfin voilà, c'est des situations qui sont quand même très complexes à accompagner et qui prennent beaucoup beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que... Bon, après, on reviendra sur la situation en particulier, mais c'est vrai que moi, le syndrome de Diogène, la représentation que j'en ai un peu, je suis désolé de le dire, mais c'est les représentations qu'on voit à la télé, M6 ou autre, où c'est des choses qui sont un peu... visuellement, c'est assez fort, c'est assez impactant, et du coup, dans la réalité, est-ce que ça retrace quelque chose de la réalité ou c'est quand même... Les émissions, je pense qu'elles jouent la carte du avant-après, avec bien sûr. Du résultat. Et sur un très court terme, nous, on sait d'avance que les situations Diogène, c'est celles qui prennent le plus de temps. Parce qu'il y a déjà tissé une relation de confiance avec les locataires. Accepter déjà d'ouvrir la porte. C'est souvent des gens qu'on découvre très sur le tard, avec il y a tout un tas de travail autour des signaux faibles qui permet de les repérer. Et c'est le défi un peu qu'on lance avec les bailleurs, c'est de repérer les gens qui ouvrent jamais les fenêtres, les gens qui ont des boîtes aux lettres pleines, les gens qui n'ont jamais contacté le bailleur pour des demandes X ou Y, les gens qui refusent toutes les demandes obligatoires. Enfin, quand on est dans le parc social, on a une obligation de faire une visite annuelle d'entretien du logement de Chaudière. C'est souvent des gens qui n'ont jamais répondu à ces rendez-vous, mais que le bailleur a du mal à retracer. Au final, on les retrouve souvent très tardivement dans des appartements très remplis, mais il y avait plein d'indices avant qui permettaient de découvrir ces situations-là.
Ok. Ce qu'on voit à la télé, c'est surtout le signe fort Diogène avec des appartements très remplis et avec des entreprises qui interviennent très rapidement, mais qui gomment totalement la question du rapport à la personne. On va dire, c'est un peu le terme des éduques, là, apprivoiser, le petit prince, tout ça. Mais il y a un vrai travail quand même autour de apprivoiser la personne, qu'elle s'autorise à nous accueillir, à nous ouvrir la porte, à baisser tout le sentiment de honte et de culpabilité. Et nous aussi, de notre regard, c'est aussi rentrer avec... j'ai envie de dire toujours le sourire, éviter les petites manifestations de gêne dues aux odeurs, dues au jus, enfin toutes les choses qui permettraient d'imaginer qu'on est dans le jugement en fait. Nous, on doit aussi être dans l'accueil. C'est un défi. Je me demande même dans quelle mesure c'est possible en fait, parce qu'on a aussi des réactions physiques normales, que ce soit de la surprise, le dégoût parfois ou autre, c'est des choses qui doivent être compliquées. Oui, c'est compliqué, mais et des fois on peut pas s'en empêcher parce que vraiment à chaque fois moi je dis ça y est, on n'a pas vu pire, et en fait si à chaque fois on peut découvrir pire, mais quand on a une réaction donc on peut pas s'empêcher d'avoir, en fait finalement comme on a tissé quand même un lien de confiance avec la personne. La personne, elle peut comprendre aussi que des fois on a des réactions, et après on s'en excuse aussi auprès de la personne, on lui dit désolé, mais voilà, parce que nous aussi on est humain, et voilà, et ça n'empêche pas que la personne elle sait très bien en fait dans quoi on va mettre les pieds, et que du coup ça fait 6 mois qu'on la connaît, parce qu'il faut quand même en gros 6 mois avant que la personne elle nous fasse vraiment confiance. Donc voilà. Après moi sur les émissions télé, je suis très fâchée parce que ça montre pas du tout la réalité. Alors certes, oui, l'état des logements, mais en fait, une personne qui a vraiment un syndrome de Diogène, jamais elle ne passera à la télé. En fait, c'est des personnes, et les vrais Diogènes, c'est des personnes qu'on n'a jamais réussi à accompagner, en fait. Donc c'est des personnes qui ont perdu leur logement, qui sont volatilisées dans la nature, mais pour lesquelles on n'a jamais réussi à faire à mener un accompagnement. Et elles sont orientées comment vers votre dispositif ? Alors, c'est souvent les bailleurs sociaux qui nous signalent les situations, et après, ça peut être les MDS, les mandataires judiciaires. Enfin, voilà, mais la plupart du temps, c'est quand même les bailleurs sociaux avec qui on travaille. Ce qui se passe, c'est que les entreprises qui sont censées intervenir, souvent, ils mettent tous des droits de retrait. Donc, ils n'interviennent pas dans les logements parce que le logement est encombré. Et c'est là où le bailleur social se dit « Oula, il y a un truc qui cloche, là, il y a trop de droits de retrait de toutes les entreprises. » Ou alors une fuite d'eau et la personne ne fait pas de démarche auprès assurantielle. Et du coup, c'est le voisin qui se prend une fuite d'eau, qui va faire venir un expert pour constater. Et là, en fait, souvent, c'est ça. C'est des techniciens quand même qui ouvrent le logement et qui disent « Oula, et tout, là, on découvre quelque chose de faramineux. » Alors, on est déjà dans les un peu les détails, parce que nous, on est un peu happés par nos questions. Mais est-ce que vous êtes venu avec une situation en particulier qui pourrait un peu illustrer tout ce qu'on vient déjà de se dire ? On s'est dit que c'était les fêtes de fin d'année. Il y a une situation qui nous est arrivée il y a 3 ans. Avec, en gros, on est sollicité par le bailleur parce que je crois que c'était le 25 décembre ou le 26 décembre. Le 26 décembre. Un huissier qui... débarque dans un logement. Je pense que le bailleur était très inquiet, il voyait plus les compteurs d'eau et de gaz qui tournaient, donc il se disait la personne est décédée dans l'appart. Donc ils font descendre... Où est parti. Ils font descendre un huissier il devait être très bien payé, je crois, le 26 décembre, un huissier. C'est sûr. Il descend sur le logement et là il y a un monsieur qui, avec son sac à dos, qui ouvre la porte et qui dit « Je vous attendais ». Et je m'en vais. Ah oui, donc il était dans le logement. Où il n'y avait plus rien qui tournait de l'eau, l'électricité, il avait tout coupé. Il n'utilisait plus rien en fait, et il payait plus son loyer depuis 2 ans, donc le bailleur pensait que vraiment il était parti, donc ils ont demandé auprès d'un juge la possibilité, l'autorisation d'ouvrir le logement avec l'aide d'un huissier. Et quand ils se sont présentés, le monsieur il a dit je vous attendais, parce qu'il savait très bien au fond de lui qu'il payait plus son loyer et que du coup il allait être expulsé. Et heureusement la gestionnaire du bailleur social lui a dit mais c'est la période hivernale, partez pas, on peut pas vous expulser. Donc du coup il est resté, et la gestionnaire nous a appelé dans la foulée en nous expliquant la situation pour qu'on essaye d'aller rencontrer ce monsieur pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement. Et en plus il était très demandeur finalement de l'accompagnement qu'on pouvait lui proposer.
Et là où c'est particulier, c'est que pour le coup, là, c'était une personne plutôt concernée par le diogène vide. C'est-à-dire que nous, le diogène, on imagine tout des espaces remplis. Ouais. Mais il y a aussi des personnes qui vivent sur un matelas avec la forme de leur dos qui a intégré le mur, avec une table, un frigo, qui marche même pas, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et 2 chaises. Et 2 chaises. En fait, le strict minimum. Diogène, c'est le plein, mais c'est aussi le vide. Ouais. Et c'est un peu pour faire le contre-pied du diogène plein qui déborde qu'on voulait aussi prendre cette situation. Voilà. Mais ce monsieur, on l'a accompagné pendant 1 an. Finalement, ça a été assez rapide comme accompagnement. Et avec lui, on a tout remis en place. Voilà. Et son histoire, c'est qu'en fait, il y a eu le Covid. Voilà. Il s'éterrait chez lui, il sortait la nuit quand plus personne le voyait. Il se nourrissait en faisant les poubelles. Et il rentrait chez lui et il attendait. Voilà. Et ça a duré 3 ans comme ça. Il attendait quoi? Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il attendait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui tape à la porte et qui lui dise maintenant il faut s'en aller, en fait, puisque il était prêt quand l'huissier. Voilà, c'est un monsieur qui a tout abandonné, qui a eu une histoire de vie, évidemment forcément compliquée, mais c'est un monsieur qui a travaillé pendant très longtemps. Qui a été sous-marinier à l'armée, qui a fait des tas de zones de conflit de guerre. Et après, il y avait quand même un gros syndrome dépressif, parce que nous, on a réussi à accompagner ce monsieur vers le CMP de secteur, avec qui c'est un monsieur qui était très définitif. Il nous a dit le jour où il y a une entorse entre nous, je ferme la porte, vous rentrez plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont soit pas du tout dans la relation, soit trop. Soit cette relation a beaucoup d'enjeux de confiance. C'est pour ça que je parlais d'apprivoiser. C'est un monsieur qui nous avait dit dès le départ. Vous faites une entorse au cadre relationnel, c'est fini, c'est mort. Assez définitif en fin de compte. Et je crois que ça s'est un peu fini comme ça. Pas notre accompagnement, mais nous, les dernières infos qu'on a eues, c'est... un jour, il est allé au CMP, donc centre médico-psychologique, où il voyait, je pense, une infirmière, plus qu'un psychiatre, je pense. Et un jour, je pense qu'il a balancé tous les cartons de rendez-vous en disant « j'arrête ». Comment veux-tu qu'elle soit autonome, qu'elle s'en sorte, qu'elle prenne des décisions? Si tu leur donnes tout, si tu fais tout pour elle, si tu mâches tout pour elle. Tu les as pas vues, les filles? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu? Elles ont retrouvé l'espoir. Moi, je l'ai vu, ça. Tu me dis pas que t'as pas vu comment elles sont... Je sais pas, comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est des graines qu'on sème. Si tu sèmes pas des graines, il n'y a rien qui pousse. Alors c'est des petites victoires comme ça. C'est des petites marches qu'on monte les unes après les autres. C'est comme ça. Alors, on vient d'écouter un court extrait du film Les Invisibles, réalisé en 2018 par Louis et Julien Petit. Et là, on entend la voix de Corinne Maziero et Brigitte Si. C'est l'histoire... je sais pas si vous l'avez vu, le film, mais l'histoire de femmes SDF qui sont accueillies dans un centre d'accueil, l'Envol, et ça parle un peu de la désobéissance des travailleurs sociaux pour permettre à ces femmes de s'insérer ou de réinsérer professionnellement, et ça passe par la question du logement en fait, parce qu'elle crée un squat illégal. Les travailleurs sociaux vraiment mettent en place un squat illégal pour qu'elles puissent être dans un lieu sécure, prendre soin d'elles pour justement après pouvoir rebondir. Donc, en vous écoutant, ça faisait vraiment un peu écho à ça, la question de l'habitat comme un lieu de construction, mais avec ce syndrome, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est la personne, elle fait corps avec son lieu de vie. Dans le syndrome de Diogène, en fait, les personnes, elles expliquent qu'elles remplissent le logement parce qu'elles se protègent. Ouais. Donc c'est une forme de protection, qui souvent c'est des personnes qui ont connu des ruptures, des deuils, et la seule solution qu'elles ont trouvée pour s'apaiser un peu, c'est d'accumuler des choses et de faire barrière avec le monde extérieur et de se protéger comme ça, quoi. Est-ce que c'est des petites graines que vous semez moi, ce que j'aime beaucoup dans l'extrait, c'est qu'on parle d'espoir.
Et en fait, nous, nos pratiques professionnelles, elles sont orientées rétablissement en santé mentale. Et un des piliers de cette philosophie de travail, c'est l'espoir. Donc, en fait, on redonne aux personnes l'espoir d'une situation meilleure, que c'est possible, en fait, que ça peut prendre du temps, que le chemin, il va pas être simple, il va être très long et parfois elles vont retomber et tout ça, mais que du coup, c'est quand même possible. Et nous aussi, Oui. on doit venir chaque matin avec espoir, en fait, parce que c'est vrai, quand on rentre dans des appartements chaotiques comme ça, faut l'avoir cet espoir que peut-être demain, ce sera dans 1 an et demi, parce que les situations de gêne, c'est quand même celles qui nous prennent le plus de temps, mais avoir l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Et après, sur la question aussi un peu de la désobéissance, là, que j'entends, c'est les standards un peu qu'on voit à la télé, c'est le avant-après. Ça parle pas de la singularité de l'individu dans son logement, en fait. Ici, là, on est dans un appart, c'est assez feng shui, il n'y a pas grand-chose, mais il faut accepter aussi que les personnes vivent dans des amoncellements, même si c'est dérangeant. On a des fois des gestionnaires qui fonctionnent un peu en bon père de famille ou en bonne mère de famille, range ta chambre et ça ira mieux. Nous, on essaye aussi dans le plaidoyer qu'on a, c'est aussi de faire accepter que les personnes ont des singularités de vie et que tant que la personne ne se met pas en danger en obstruant les VMC, là, où ça causerait de l'intoxication par le monoxyde de carbone, tant qu'il n'y a pas un risque au niveau du tonnage que l'appartement s'effondre sur celui du dessous, laissez les gens un peu vivre. L'idée, c'est que ça ne gêne pas les voisins par les odeurs, mais l'idée, c'est que la personne, déjà, elle ne se mette pas en danger elle-même, parce qu'on parle souvent des diogènes vis-à-vis des voisins, des odeurs. Le premier risque de santé publique, c'est que la personne s'étouffe dans son monoxyde de carbone ou que l'appartement s'effondre. Et ça, souvent... Ou l'incendie. C'est vrai que sur des gens qui emmagasinent des journaux, beaucoup de papier, des déchets comme ça. Mais souvent, on oublie de regarder ça. Et je crois que c'est un jour, on bossait avec une cordeau là, du CESOI d'abord, qui était médecin au départ et qui nous parlait de cet aspect santé publique qui est hyper important, avant toute chose. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. Comment vous faites réellement au quotidien pour les accompagner? Parce que voilà, tout à l'heure, vous disiez, d'abord, c'est d'instaurer une relation de confiance et ça prend énormément de temps avec ces personnes parce qu'elles mettent des mois avant de vous laisser rentrer et qu'elles viennent même, certaines, jusqu'à vous engager dans un contrat de loyauté, en fait. C'est quoi, en fait, votre mission auprès de ces personnes? Parce qu'il n'est pas question de toucher à leur lieu de vie, j'imagine, et de vider cet espace-là, pas du tout. En fait, c'est la rencontre. On va à leur rencontre et on apprend à se connaître. Donc, on va proposer des rendez-vous dans un café parce que finalement, c'est des personnes, ça fait des années qu'elles n'ont pas fait comme tout un chacun aller prendre un café en terrasse. Donc déjà, c'est proposer d'aller boire un café ensemble, c'est proposer d'aller dans un parc pour c'est proposer plein de choses qui vont faire que la personne elle va
sortir un peu de chez elle, qu'on va apprendre à se connaître, voilà, et par différents biais en fait. Enfin, bon, des fois il faut user d'imagination, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on n'arrive pas avec des choses. On va faire comme ça, des plans d'action tout faits. Et le plan d'action, on le fait vraiment avec la personne en fonction de ses besoins, de sa temporalité, voilà. Donc, c'est de trouver une autre porte d'entrée avec le logement, parce qu'en fait, si les gens ils arrivent sur le dispositif, c'est par rapport au logement. Donc, s'ils utilisent justement des stratégies, et nous, on joue avec eux à ce jeu-là, en fait, de dire, on va tout faire pour pas y rentrer dans ton logement au début. Comme ça, on va abaisser justement cette honte, et petit à petit, on grappillera. Mais 6 mois, oui, des fois, il y a des gens que c'est 6 mois en terrasse de café, ou puis au bout d'un moment, allez, quand même, on va y aller. Parce qu'on l'explique aussi, on parle beaucoup des autres situations. On dit, tu sais, on rentre dans des appartements où il y a un petit chemin de 10 cm où tu peux caler tes chaussures et avancer comme ça. On dit qu'on rentre dans des appartements qui sont des fois jonchés de déchets, où c'est des poubelles, et ça sent énormément fort. Et au final, des fois, les gens, ils redescendent en disant, mais non, moi, c'est pas si terrible que ça. Donc, c'est aussi comparer entre les uns et les autres, sans citer de nom, sans citer d'adresse. Mais on dit qu'on a l'habitude de ça. Et après, peut-être, ce qu'on dit pas, c'est que nous, on va pas mettre en œuvre derrière les travaux. Nous, on va accompagner à la prise de pour conscience. Que la personne elle-même se dise, il faut que... Ouais, et aussi de bosser avec des entreprises qu'on connaît et qu'on a, entre guillemets, validées sur leur capacité de faire, leur bienveillance, surtout leur relation humaine, en fait. De l'empathie. Ouais, parce qu'on a quand même plein de gens qui ont aussi vécu un peu des désencombrements sauvages dans ces situations-là. Souvent, il y a souvent dans le parc HLM, des fois que ça peut être repéré, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit un jour, on a repéré le truc, et ils ont amené une entreprise qui ont tout viré. Et si j'ai des gens qui accordent de l'importance, même sur une babouche qui a 25 ans d'ancienneté, qu'ils ont ramené d'un séjour au Maroc, c'est là que c'est important de se saisir que cet objet, il a un sens. Et que c'est pas juste le balancer à la poubelle et balancer tous les objets qui va réguler, c'est aussi de désencombrement. Ouais, c'est un peu aussi... ça m'évoque aussi les objets transitionnels. Cette babouche, peut-être que c'est l'objet transitionnel de cette personne. Et il faut faire très attention du coup, parce que quand on arrive à l'étape du désencombrement dans l'accompagnement qu'on propose aux personnes, c'est des moments où on est très vigilants encore plus sur la santé mentale et la fragilité, parce que désencombrer un logement, jeter, trier, ça demande beaucoup d'efforts aux personnes, et émotionnellement, ça les secoue beaucoup. Donc, c'est des périodes où on fait attention, et sur la phase avant d'arriver au désencombrement et comment aussi on rencontre la personne, c'est aussi rétablir ses droits, lui demander si depuis combien de temps t'as pas vu un médecin généraliste, quand elle en a, mais la nuit est-ce que tu dors bien, travailler sur la santé mentale, accompagner vers les CMP. Voilà, il y a déjà quand même toute cette partie-là qui fait qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses qui sont mises en place, et là on peut dire bon, allez, maintenant on a bien bossé, tu peux nous montrer ton logement. Ok. Voilà, c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes aussi en amont. Oui, donc au final, est-ce que c'est de prévenir plutôt l'isolement en fait dans votre travail au quotidien pour éviter ces ruptures-là par la suite? Ouais, ce qu'on voit pas dans les émissions de télé, c'est nous, on sait que juste cleaner un appartement, ça va pas justement rétablir le lien social. Donc c'est aussi s'assurer derrière. Nous, on sera présent après un désencombrement, mais souvent les gens, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est de réapprendre à habiter dans un appart, réapprendre à en prendre soin. Donc c'est ça, monter un dossier prestation de compensation de handicap. Si une personne au départ est au RSA, ça veut dire déjà rentrer dans un cursus de soins, pouvoir faire un dossier AH, avoir potentiellement une PCH derrière, avec des gens aussi qui viendront au quotidien accompagner la personne à réinvestir le ménage dans son logement, ou au moins réapprendre à ranger, choses comme ça. Et ça, c'est ça qui prend le plus de temps. C'est la temporalité aussi aujourd'hui des dossiers de demande d'allocation, même si le temps a réduit, mais ça prend du temps. Déjà, faire accepter la personne qu'au final, les problématiques qu'elle rencontre, elles sont dues sûrement à quelque chose d'ordre psychique, psychiatrique. C'est aussi avoir confiance et se donner... se faire le pari que derrière il va y avoir aussi quelque chose, parce que des gens sont désencombrés, mais ça repart très vite après en fait. Donc nous on en a dépensé de l'argent public comme ça, j'ai envie de dire, sur des chantiers où après derrière il n'y avait personne, et au final 3 mois après on est rappelé par le bailleur en disant ça a recommencé. Et moi j'ai une question par rapport au travail que vous faites avec les bailleurs sociaux. Est-ce qu'à un moment il y a la possibilité qu'ils deviennent des acteurs de prévention
plutôt que des acteurs, que dans de la gestion locative. Cette année, la DIAL, la direction interministérielle, délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, ils ont mis en place quand même tout un tas de temps de travail avec les bailleurs sociaux autour de justement identifier les signaux faibles, ce que je vous disais tout à l'heure, la boîte aux lettres remplie, les interventions qui ne sont pas faites. Il y a un petit guide qui est sorti sur le site de la DIAL. Et après, la difficulté chez les bailleurs sociaux, c'est que souvent, c'est des grosses structures, avec c'est très vertical en fait quand même comme management. Et on a des gestionnaires de terrain qui tournent beaucoup, énormément, et qui sont aussi le regard avant tout sur pas que l'encaissement du loyer, mais c'est quand même le faisceau pour eux. Des gestionnaires. C'est des gestionnaires, donc c'est souvent ça qu'on voit en premier. Après, les bailleurs sociaux, un temps, il y avait des gardiens d'immeubles, il y en a de moins en moins. C'était aussi des premiers échelons sur le terrain. Et nous, il y a des situations où on a pu rentrer en lien avec la personne accompagnée par le biais du gardien qui dit « Tiens, mais c'est vrai que ce monsieur, il a perdu son chien il y a 3 mois, et depuis, ça va moins bien. » Mais qui avait cette information-là par le gardien qui était sur le terrain? Donc, c'est aussi tout ça. Et après... Je pense que sur les travailleurs un peu de l'ombre, comme les gardiens, si on leur donne cette compétence-là et cette mission-là d'être dans ce repérage des signaux faibles, ça peut aussi valoriser des professions qu'on met souvent de côté où on pense que juste les mecs sortent les poubelles, alors qu'en fait, ils font beaucoup plus que ça, souvent dans les résidences. Quand il y a encore des gardiens, c'est des gens qui sont des mines d'or de savoir et qui connaissent encore mieux les locataires que les gestionnaires. Donc, c'est tout ce travail-là d'identification de signaux faibles et de remontée d'informations, en fait. Ouais. Alors, il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Sur les bailleurs sociaux, ils vous appellent, voilà, on a une situation qui est inquiétante, on a vu des signaux faibles, etc. Vous y allez, et ce que je trouve intéressant, enfin moi, à titre personnel, c'est des choses qui me passionnent, savoir à quel moment vous dites, bon, ça c'est un état normal finalement, certes son appart, il n'est pas feng shui, ou il n'est pas, voilà, mais ça reste après tout un choix de vie, où là, vous vous dites, non, là on est sur quelque chose de pathologique. Et à quel moment vous faites et qu'est-ce qui vous amène à faire cette bascule de c'est un choix de vie qui est particulier mais qui relève d'un choix, on va dire, dans sa normalité à cette personne-là, ou là on passe déjà sur quelque chose de pathologique? C'est déjà à la première rencontre avec la personne, et même en amont, quand les bailleurs ils nous appellent pour nous signaler la situation. Bon, alors, on a une fiche de saisine, voilà, mais bon... On prend le temps de contacter le professionnel au téléphone, et souvent déjà on arrive à voir au premier contact téléphonique si on va accompagner la situation ou pas, et on arrive quand même, et de plus en plus, le projet Émile, le dispositif, il a 5 ans. Les bailleurs quand même, ils commencent à nous connaître, et de plus en plus quand même ils sont pertinents dans leur orientation. Voilà. Mais après, oui, des fois on va dire on va rencontrer la personne 3-4 fois, et on va dire au bailleur, non mais en fait là il n'y a pas vraiment de problème. Oui, voilà. Il faut vraiment distinguer les troubles de l'incurie au syndrome de Diogène. C'est pas du tout pareil. En fait, souvent, on met l'étiquette Diogène parce que c'est un mot, on en entend parler, il y a des émissions de télé, mais il y a des personnes, c'est de l'incurie parce que c'est des personnes qui ne savent pas faire, qui n'ont peut-être pas eu la transmission de comment on fait le ménage, tout simplement. Et où là, à la limite, nous, on va faire de la remobilisation, j'ai envie de dire. Les choses beaucoup plus ancrées, enquistées, et vraiment les réels syndromes de Diogène. C'est là où c'est le plus long. Mais il y en a très peu en fait, parce que comme disait Margot tout à l'heure, souvent les Diogènes on les voit pas et ils meurent dans leur appartement sans que personne s'en soucie. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'incurie, où là, remobiliser, on sait faire et on connaît les dispositifs. Diogène, non, c'est un peu plus compliqué, je pense. C'est les réels Diogènes. Et puis les Diogènes vides, du coup, eux, on entend encore moins se parler parce que ça gêne personne. Et encore une fois, la phrase, c'est vraiment ça. Ils ont besoin de tout, mais ils ne demandent de rien. Donc, c'est des invisibles. Et sur le Diogène vide, il faut faire attention. C'est là presque où il faut encore faire plus attention à nos représentations, parce que pour la situation du monsieur, à plusieurs reprises, on lui disait « Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on t'accompagne pour acheter tel meuble ou tel meuble ?» Et en fait, il nous disait non. Et nous, on était oui, mais quand même, ça serait bien. Et c'est là où il faut aussi qu'on fasse attention à nos représentations, parce que lui, ça lui convenait d'être dans un logement quasiment vide, en fait. Donc, quand il y a des Diogènes pleins qui débordent partout, oui, c'est facile de dire bon, ben là, il faut
Il faut Ouais. faire du tri, il faut réaménager. Et les personnes, elles sont volontaires pour ça. Mais sur des diogènes vides, il faut faire aussi attention à nos propres Ouais. projections et représentations de qu'est-ce que c'est que nous, dans un logement, on aimerait qu'il y ait plein de choses. Voilà. Donc, il faut faire attention sur chaque situation, en fait. Moi, ça me fait juste penser sur les dispositifs là qui logent des personnes sans abri, je pense aux collègues du chez-soi, des trucs comme ça, mais les situations de personnes qui ont vécu dans la rue très longtemps avec des chemins de vie où ils bricolaient à droite à gauche, de les mettre dans un logement, il y a plein de gens qui sont morts pas longtemps après. Bah oui. Au final, parce que je crois que le corps tenait, la tête tenait, parce qu'il y avait ce rythme de vie qui était à droite, à gauche, aller chercher une douce, faire la manche, truc comme ça. Et là, le logement, on pense que c'est la solution. Au final, les gens meurent très vite. Et pour moi, je comparais avec on imagine que juste désencombrer un diogène, et c'est bon, mais la personne, c'est protection. Donc, On voit souvent ça aussi. Enfin, souvent, ça arrive régulièrement. Des personnes qui ont une vie effrénée de travail. Ouais. Et arrivé à la retraite, le corps lâche et ils font 6 mois de retraite et boum. Il y a beaucoup de syndromes de Diogène là qu'on a rencontrés, des gens qui auraient jamais. Enfin, nous, on est tous travailleurs sociaux, si j'ai bien compris, du coup. Donc, on gagne pas des milliers de cents, mais il y a des gens, ils ont des vies. Moi, je pense à un monsieur qui était négociant de vin à l'international, basé en Amérique du Sud, après responsable d'une grosse banque et tout ça. Et pourtant, c'est des gens qui sont derrière, après la retraite, concernés par ce truc-là. Il y a quelque chose qui a lâché à ce moment-là, une séparation. Tout le temps des histoires de rupture quand même. Mais des gens qui ont eu des vies passionnantes. Moi, je dis tout le temps aux collègues, les vrais Diogènes, ils ont des vies passionnantes. C'est des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer et ils ont des vies que nous, on n'aura jamais, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un facteur, un dénominateur commun dans ce syndrome-là chez les personnes que vous avez rencontrées? La rupture. À un moment dans leur vie, il y a une rupture? Oui, comme on dit, c'est soit le départ à la retraite, un deuil... Voilà, et c'est souvent le point commun à toutes ces situations, c'est ça. Et j'avais peut-être une question, il va falloir commencer à conclure, mais Diogène, historiquement, d'où il vient ce nom? Vous avez eu la curiosité d'aller chercher? Oui. J'imagine. Alors c'est Diogène de Sinope, c'est un monsieur qui vivait dans son tonneau et qui était très très révolté contre la société entière. Et voilà, il était connu pour vivre dans son tonneau et dénué de tout. Voilà, il était contre le système. Et voilà, ça vient de là. Ben merci à tous les deux pour ce super Margot, merci Marc pour cette histoire. Merci à toutes et à tous, c'était Babillage Social. On est super content d'avoir fait cette année avec vous, depuis de terminer aussi cette saison. C'est la dernière de l'année 2025. C'était chouette. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, Spotify, enfin un petit peu partout. Partagez cette émission et surtout, venez témoigner. Venez nous raconter vos histoires et nous rappeler que la réalité, elle se passe sur le terrain et pas à la télé. Merci, bonne année à tous. Merci. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.